conférence, cette intervention-là, avant de la faire dans le Radio Club qui m'a vu naître, je mets des guillemets F8KOP, qui est le Radio Club de Vernon, qui est juste au-dessus de chez moi, qui lui aussi vient de déménager, donc il n'a pas encore ses antennes sur le toit. Et c'est des personnes qui m'ont aussi incité avec 50 radioamateurs, dont Fred, à passer ma licence que j'ai eue il y a 2 semaines. Je ne suis pas encore indicativé, merci. Je ne suis pas encore indicativé en France, mais je le suis aux États-Unis avec une licence technicien, KM6, KIP. Et pour moi, la radio a commencé avec. Alors, j'ai commencé avec des tout petits kits électroniques d'initiation quand j'avais 10 ans. J'ai fait ma première radio AM avec un petit amplificateur opérationnel TBA 800 VM, ça m'a mentionné toute ma vie. Je suis en train de rédiger un article sur pourquoi je suis devenu radioamateur. Et je commence par cette expérience-là, puisque mes premiers contacts avec la radio, ça a été ça. Ça a été faire un petit montage autour d'un TBA 800 VM pour pouvoir écouter de l'AM sur la Guadeloupe. Et mon premier contact télégraphique, c'était aussi à 10 ans. C'était un signal émis par un phare que je vais m'empresser de réécouter quand je vais retourner en Guadeloupe. C'était la première fois que j'entendais vraiment du Morse, c'était à travers cette petite radio que j'entendais un sémaphore télégraphique. Voilà. Donc ça c'est mon premier contact, mais ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est la radio logicielle, parce que j'ai commencé à écouter différentes fréquences et différents signaux avec d'abord un tout petit téléphone qui s'appelle un Motorola C123 que j'ai pas ramené. Alors j'ai pas tout mon matériel parce que je crois qu'il y a quelqu'un de la SNCF qui est ici, je crois. Non, il n'est pas là. La SNCF a perdu mes bagages. Il est là en train de venir. Donc, ça va pas à la maison, mais j'ai commencé avec un tout petit téléphone, un Motorola C123. Alors c'est un tout petit téléphone avec un écran noir et blanc qui fait que de la 2G, mais qui a l'avantage d'avoir été rétro-ingénieré, et donc du coup on arrivait avec ce téléphone à faire l'analyse du spectre autour de la bande de réglage pour les GSM, et surtout à décoder les trames émises par les BTS. Ce qui nous a permis très tôt, dès 2011-10, à comprendre comment fonctionnait le GSM. Et ça a été une révélation pour moi, parce que, comme je dis souvent à mes enfants et aux étudiants devant lesquels j'interviens, tout ça n'est pas né comme ça. La radio, il y a eu Branly, Testa, Marconi, Ferrier, il y a des grands hommes et des grandes femmes qui ont beaucoup travaillé. C'est pas vous que je vais apprendre ces histoires-là, mais moi, ce téléphone qui me monte les trames en clair radio qui sont échangées entre mon téléphone portable et la BTS, je voyais des choses invisibles. Passer un coup de fil, c'était pas juste passer un coup de fil, c'était des échanges, c'était de la radio, c'était voilà. Et ensuite, autour de ce même projet, Osmocom BB, qui est un projet libre, open source comme on dit en anglais, il y avait une autre initiative autour d'une clé TNT, une clé télé qui s'appelle la clé RTL Realtek SDR à la 81, 90, je me souviens son nom. 28, 82, voilà, c'est ça. Qui pareil permettait de voir des choses que je ne voyais pas, qui sont invisibles comme ça, mais qui étaient tout autour de moi, et je me rends compte que je baignais dans un bouillon de culture d'ondes, mais qu'on pouvait en voir les effets. Et ça, pour moi, c'était vraiment une révolution. Et j'ai commencé à faire une conférence en 2013, puis 2014, puis 2015 sur la radio logicielle et puis un peu mes expérimentations. Et au moment où je fais cette conférence, il y a des radioamateurs qui viennent me voir et qui me disent: mais tu devrais passer ta licence parce que tu pourrais faire bien plus qu'écouter, tu pourrais émettre. Et moi, l'image que j'avais du radioamateur, c'était les mecs, CB, Roger, comme les gens se moquent d'ailleurs de moi quand je fais des conférences comme ça dans le grand public. L'image du radioamateur qu'on a aujourd'hui, c'est encore le sinistre. Les gens voient que cette partie phonie, alors que quand on parle
faut que je vais l'apprendre, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et l'avantage de ces clés TNT, c'est que je pouvais montrer, et je peux montrer tout de suite, que la radio, c'est pas que de la voix. C'est aussi des données, la preuve 4G aujourd'hui. Les opérateurs sont battus à coups de milliards pour avoir des licences pour émettre sur ces fréquences-là. C'est que tout ça a quand même de la valeur et que ça crée de la richesse. Et que, au-delà de la voix, on transmet énormément de choses. Des satellites, je découvre que je peux écouter des satellites. L'ISS, je suis en plus astronome amateur. Donc les satellites qu'on voit au coucher au lever de soleil et qui nous font des traits, alors maintenant on ne fait plus d'argentique, on est passé au numérique, mais je peux vous garantir que les astronomes amateurs qui se retrouvaient avec des raies de satellites sur des photos qui étaient gâchées, ils ne faisaient pas la fête. Mais en fait, avec la radio, ça devient presque beau d'avoir cette raie sur la photo, parce que ça veut dire qu'on est à portée des ondes émises par ce satellite-là. Et maintenant, je suis hébergé par l'armée de l'air, suite à ces travaux, ces conférences, je travaille beaucoup sur la cartographie. J'ai beaucoup appris par la cartographie que sans radio, il n'y a pas de carto. Parce que le monsieur Ferrier, quand il est parti à Martinique, rétablir les communications parce que les câbles télégraphiques avaient sauté après l'éruption de la montagne Pelée, qu'il y a eu un tsunami en Martinique et à Sainte-Lucie. Il a bien fallu redonner des nouvelles de ces pauvres personnes. Il y a 30 000 morts quand même, c'est la plus grosse catastrophe naturelle française en 1902. Et on se retrouve sans communication. Alors, on est dans sec, mais à l'époque c'était pas trivial, c'était le premier usage de la radio en situation de crise. Et paf, là je me rends compte qu'on peut écouter les bateaux, on peut écouter les avions, on peut écouter les satellites et que tous ces vecteurs-là peuvent être utilisés. Moi qui suis météorologue de formation et né en Guadeloupe et qui était victime d'un ouragan à 9 ans, la solution elle est dans mes mains. Cette petite clé TNT me permettait d'écouter des avions, d'afficher leur position et tout ça. L'image que j'avais moi de la radio, c'était un peu ce que vous avez pratiquement tous chez vous. Alors je ne sais même pas quel modèle c'est, je sais que c'est un Yaesu je crois. Un Nikon. C'est Bastien Desmontants. Voilà, j'ai pris une radio comme ça. Mais vous savez, quand j'ai commencé à faire de la radio, USB, je pensais que c'était pour activer le port USB. J'ai appris après que c'était pas ça. Mais voilà, je me disais, punaise, c'est quand même moderne ces petites choses. Bon, après j'ai su que c'était pas ça, mais. La radio pour moi c'était ça avant cette petite clé télé et très vite ça a été ça et je me suis dit c'est quand même énorme qu'on passe d'un truc lourd. Alors je ne dis pas que la clé USB dont je vous parle là remplace ça, hein. Je sais bien maintenant que j'ai une licence, je vais essayer de m'en acheter un. Et ma femme n'a pas encore trouvé la place, mais je vais la trouver moi. Non, mais je vais la trouver, mais bon, il faut que je la prépare psychologiquement, qu'il y a des trucs qui vont changer. Elle était contente quand je faisais ça, et moi quand je fais ça. Bon, on revient à ça, et c'est de ça que je suis venu vous parler. C'est qu'en fait, la radio logicielle, on va transformer toute une partie de ce que vous maîtrisez vous sur les blocs, les modules, fonctionnel que j'ai dû apprendre pour passer ma licence, c'est pour ça que j'ai passé ma licence, en fait. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était ces blocs-là. Et en fait, à force qu'on me dise, on m'a dit pendant 4 ans, hein, passe ta licence Gaël. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est quand même con que je ne sache pas, je suis une formation d'ingénieur à la base, j'ai que le bac, mais que je ne cherche pas, ça veut dire quoi ça, WBFM? Alors, Wikipédia c'est bien, mais ça a ses limites, et à un moment, même si ça ne coûtait rien de mettre des petits blocs comme ça, mais là vous avez une capture d'écran de ce qu'est aujourd'hui la radio, de la part pratiquement beaucoup de techniciens radio. Alors, quand je suis ressorti de la NFR, que j'ai passé ma licence, les techniciens qui étaient là m'avouaient que même chez les opérateurs aujourd'hui, on n'avait pas forcément affaire à des techniciens radio. On a affaire à des personnes qui savaient gérer des réseaux informatiques, des gens qui savaient fixer des boîtes et tout. Je rencontrais une histoire tout à l'heure sur ce qui m'est arrivé en Guadeloupe, sur la partie gestion de crise. Mais on a de moins en moins de personnes capables de comprendre que le brouillage augmente au carré du nombre d'émetteurs, au cube de la puissance
Voilà, merci. Et donc du coup, cette culture générale de la radio, même si on la manipule de plus en plus par logiciel comme ça, on a quand même besoin de connaître l'histoire. Comment on est arrivé à faire des radios comme ça? Et les radios comme ça, c'est 1970, le département de la défense américain qui commence à faire des radios fonctionnelles comme ça, logicielles, donc qui se programment avec des ordinateurs. Et aujourd'hui, ce que vous avez sous les yeux là, quand je vais chez Nokia, eh bien, les antennes relais, elles sont plus fabriquées au fer à souder. Ils prennent des cartes électroniques qui sont connectées à des ordinateurs, ils rentrent un fichier .grc, donc, pour GNU Radio Compagnon. Donc, je ne vous ai pas parlé de ce logo-là, mais aujourd'hui, dans le monde de l'open source, du logiciel libre, donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un logiciel libre, facilement. Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel que vous avez le droit de copier. C'est pas forcément un logiciel gratuit, déjà. Donc, c'est pas parce que c'est libre que c'est gratuit. Un logiciel libre, c'est un logiciel que vous avez le droit de copier, modifier, remixer et même parfois revendre sous une licence libre. D'accord? Donc, il y a plusieurs licences, c'est un droit des contrats, c'est des trucs de juristes. Mais en gros, ça vous donne les 4 droits dont je vous parle là, avec plus ou moins de liberté. Et ça vous donne aussi des devoirs, c'est que certaines licences vous disent « Ok, tu copies mon logiciel, tu copies un bout de mon logiciel dans ton logiciel, alors le logiciel total que toi tu as fait, tu dois le publier sous une licence compatible ou identique à la licence du logiciel original. » Ça permet de maintenir un cercle vertueux qui permet aujourd'hui de faire tourner l'ordinateur qui me sert à faire la présentation, le logiciel de bureautique sur lequel j'ai pu faire cette présentation et qui sert à diffuser cette présentation. Les antennes relais aujourd'hui de plus en plus sont motorisées par ce logiciel-là. Donc GNU Radio. Alors GNU ça veut dire GNU is not Unix. C'est un acronyme récursif. Pour GNU Linux, en fait, c'est Richard Stallman qui est le père en fait, du logiciel libre. Hein. C'est quelqu'un qui avait une imprimante qui ne fonctionnait pas bien, qui a développé un logiciel qui permettait à l'imprimante de mieux fonctionner, et qui, au lieu de garder pour lui ce savoir et ce logiciel-là, l'a diffusé à tout le monde. Et s'est dit, et si on le faisait pour tous les logiciels, pas uniquement pour les logiciels d'imprimante, et c'est parti. Et on arrive dans les années 2010, début des années 2000, avec quelqu'un d'assez fortuné, qui crée ce logiciel et qui finance des développeurs qui développent ce logiciel, GNU Radio, qui est le logiciel emblématique de la radio logicielle. On revient à ce module-là. Quand j'ai fait mes conférences, quand j'ai assisté à des conférences radio, et je lis beaucoup cette intervention de ma part à l'histoire des radios amateurs, c'est qu'à Bruxelles, il y a une grande conférence de tous ceux qui font justement du logiciel libre. Ça s'appelle le FOSDEM, où il y a 5000 développeurs européens qui viennent. C'est un événement gratuit, un peu comme les conventions radio amateurs, sauf que c'est des conventions de développeurs. Et vous avez 5000 développeurs qui viennent à l'Université libre de Belgique pour parler de ce qu'ils ont développé. Et moi, je rentre dans la salle dédiée à la radio, comme ça, par hasard, en 2014. Et je rentre à un moment où la salle était un peu ouverte. Donc je rentre et l'orateur qui ouvre la conférence demande qui a une licence de radio amateur. Et là, il y a à peu près un quart, entre un quart et la moitié de la salle qui lève la main. Et je découvre cette histoire d'indicatif. Je sais quoi ça, si c'est J quelque chose, F machin. Et en fait, quand j'ai essayé de ressortir de cette salle pour la conférence, il y avait 1 heure de queue pour rentrer dans la salle et assister aux conférences. Et je me dis, j'ai peut-être loupé quelque chose. Pourquoi ces gens étaient autant motivés pour venir dans une salle, un amphi d'université rempli à craquer, des gens assis par terre dans les escaliers pour pouvoir assister à une conférence radio. Et je découvre ça. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a bien là-dessous que les gens trouvent passionnant? Et en fait, là je découvre que les radioamateurs font de l'OM du rebond terre-lune-terre. Je découvre que les radioamateurs font de l'écoute d'avion. Je découvre que les radioamateurs font des preuves de vulnérabilité sur les protocoles de localisation de bateaux et que des hackers émettaient de faux messages d'alerte de détresse de bateaux en mer.
Puis c'est bizarre quand même que tout ça soit pas bien protégé, on a peut-être raté quelque chose dans la radio, ou qu'on a raté quelque chose dans le milieu informatique. Et aujourd'hui, quand j'interagis avec d'autres radioamateurs ou avec d'autres personnes passionnées de radio, Fred a eu un petit souci sur un de ses montages radio logiciels, et il demande de l'aide comme ça à tout le monde. Qui peut m'aider? J'ai un problème, ça marche pas et tout. Et je lui dis, envoie-moi ton fichier GRC. Comme je lui aurais pu lui dire, envoie-moi ton fichier Excel ou envoie-moi ton fichier PDF et je vais t'aider. Il n'aurait pas pu m'envoyer son gros poste radio. Enfin, si, il aurait pu me l'envoyer si la SNCF. Je plaisante. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'envoyer une radio comme ça par la poste. J'en ai des belles où ça racontait sur la poste. Il y a des postiers là? Non? C'est beaucoup plus simple pour Frédéric depuis Saint-Etienne de m'envoyer en Normandie un fichier comme ça et moi de le tester sur ma radio que de s'envoyer une grosse radio matérielle. Alors, encore une fois, je suis conscient que ça ne remplace pas le matériel, qu'on a évidemment besoin de composants électroniques, on a besoin de cartes, etc. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est facile. Mes enfants commencent à comprendre. Donc, je leur fais des petits récepteurs FM, AM, comme je l'aurais fait moi quand j'avais leur âge, à 10 ans. Sans négliger, et on parlera peut-être d'Arduino tout à l'heure, le fait que derrière tout ça, il y a une réalité quand même matérielle, qui sont des composants électroniques, des bobines, des résistances et des composants électroniques. Alors ça a l'air de faire peur comme ça, je l'ai présenté en conférencière, mais il y a plus de blocs ici permettant de régler et de mesurer ce qui se passe que de blocs réellement importants. On va résumer pratiquement cette radio, c'est un récepteur FM. De base calé sur 98.5. Et voilà en fait ce que vous avez en sortie. Donc vous avez, quand vous écoutez que le spectre au-dessus de 98.5, vous avez ça. Donc la clé ATL-SDR ici est là, 1 MHz de bande passante. Ensuite, vous allez hacher en fait cette onde, en fait, vous allez la hacher avec un convertisseur analogique numérique. Donc il va convertir votre signal analogique en IQ, donc en complexe plus la phase, et ensuite vous allez filtrer uniquement le signal qui vous intéresse et le démoduler, ça vous donne la voix. Alors, ce à quoi les gens sont le plus souvent familiarisés et que je montre souvent en conférence, c'est le waterfall, une espèce de douche en fait. Et là, c'est un logiciel libre aussi qui s'appelle GQRX que j'ai déclenché comme ça dans un train parce que je voulais calculer la qualité de ma clé radio logiciel. Je voulais voir sa dérive en fréquence en fonction de la température et voir ce qu'elle avait comme ppm. Parce que le constructeur annonce 0,5 ppm. Donc, pour pouvoir faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se cale sur des émetteurs de référence qui sont les antennes relais. Et je lance ma radio et bim, je vois deux raies comme ça qui apparaissent, plus quelques-unes. Et j'étais dans le TGV entre Paris et Lyon. Et je me dis, mais c'est quoi ces fréquences-là? C'est quoi ces trucs? Et je cherche sur Wikipédia. Et je tombe, voilà, c'est du GSM-R, donc le GSM réservé au service ferroviaire pour une liaison train-sol. Donc vous voyez comment vous pouvez passer très vite d'un fichier GRC qui me permettait d'écouter de la FM, la radio traditionnelle, et deux coups de pied à la peau, paf, je bascule sur du GSM-R instantanément. Et je vais faire une petite blague. Alors, après les attentats, c'était un peu tendu, parce que j'évite de sortir mon matériel, ma radio, parce que les gens se posent des questions, et vu ma couleur, c'est pas toujours simple, croyez-moi. C'est pas toujours simple, donc fais attention. Mais dans le train, ce qui est vraiment marrant, c'est que souvent les hommes ne me posent pas de questions, mais me regardent de travers quand je sors ma radio et que je fais mes trucs avec des terminaux à fond noir et à lettres vertes. Et que souvent, ce sont des femmes qui ont le courage de venir me demander ce que je fais. Et là, il y a une dame qui me dit, gentiment, mais vous faites quoi? Et je lui dis que j'écoute les liaisons entre le train et le sol. Ça, que le GSM-R n'est pas encore déployé totalement en France, que les antennes relais sont en train d'être posées et auditées par la NFR et l'ARCEP. Et du coup, je tweete. Je mets sur Twitter que je suis en train d'expérimenter, et en tout cas d'analyser et d'écouter le GSM-R. Ce à quoi la NFR me répond, ce serait bien que tu viennes nous en parler à l'occasion de déjeuner
SNCF et de RFF. Les gens de RFF qui me disent c'est super, eux ils ont des grandes valises et des trains et machin, Sostager qu'on utilise des trains commerciaux pour commencer à auditer le déploiement du réseau GSMR. Je réponds en message privé, c'est quand vous voulez pour le petit déjeuner, moi j'adore le café et tout. La RFF, où on a des copains aussi, me disent c'est super, nous pareil, on va pouvoir améliorer peut-être nos échanges avec la NFR. Bref, ça fait un buzz pas possible. J'ai une dizaine de retweets. Et j'arrive chez mon client à Lyon, qui est spécialisé dans le recyclage de pneus. Et je lui explique ce qui m'est arrivé comme aventure dans le train. Et je lui montre ça pour lui expliquer ce que c'est qu'aujourd'hui ce qu'on appelle l'open innovation. L'innovation ouverte. C'est-à-dire l'utilisation du logiciel libre, du matériel libre, donc comme les Arduino, donc les cartes électroniques que vous avez le droit de copier et modifier dans Excel. Ce que c'est que les standards libres et ce que sont les données libres. Parce que ce qui est intéressant pour la NFR et compagnie, c'est que tout ce que j'ai mesuré là, j'ai mis dans un fichier, je l'ai mis en ligne. Et ils ont pu aller regarder ce que j'avais fait, quel logiciel j'avais utilisé, quelle méthode, ce qui est la base même de ce qui nous lie tous ici, l'expérimentation, la fraternité, le partage, la transmission des connaissances. Et mon client me dit, c'est quand même énorme. Il y en a qui se mettent à poil pour pouvoir faire le buzz. Toi, tu postes une photo de Waterfall de GSMR et ça marche. Et en fait, c'est un peu ce sur quoi j'ai envie d'amener à la fois les radioamateurs, mais aussi les enfants. Je suis super fier qu'il y en ait ici. T'as quel âge 12 ans. T'as 12 ans, ouais, t'es plus vieux que mon fils. mais voilà, c'est cette jeune génération-là. Quand ma fille entend Thomas Pesquet sur ma radio, quand mon fils se rend compte en fait qu'on est capable de positionner des bateaux sur une carte avec la radio, donc là je vais vous parler juste après de la nièce, c'est des enfants qui arrivent à mettre des mots, mais aussi ça donne du sens à ce qu'ils entendent. Ma petite fille, à Noël, je lui ai offert un radio réveil. Parce que c'est le serveur NTP, donc ceux qui savent ce que c'est un serveur NTP, c'est un serveur de temps sur Internet. C'est le serveur NTP de la maison. Ma fille, c'est une horloge à elle toute seule. Donc on se dit qu'on va lui offrir un radio réveil, donc elle arrête de nous réveiller à 2h pas possible, donc 7h du matin. Et elle découvre, au-delà du réveil, la radio. Et elle me dit, papa, c'est génial, la radio, la bande FM, c'est comme Twitter, c'est comme Deezer, donc la musique en ligne, Spotify, sauf que ça parle tout le temps et qu'on ne peut pas changer. Et en fait, je me suis rendu compte en tant que papa que j'avais beau faire de la radio, mais que ma fille de 8 ans ne savait toujours pas ce qu'était que la bande FM. Et qu'en fait, elle a d'abord découvert ce qui est écouter de la musique, cliquer, appuyer sur un bouton, aller mettre Deezer.fr ou lancer une application sur mon téléphone, le connecter à l'enceinte Bluetooth de maman, et puis aller se doucher en ayant choisi elle-même ce qu'était la musique. Et là, elle découvre qu'il y a des gens, quelque part, qui programment la radio et qui transmettent ça sur des ondes. Et en fait, la radio logicielle pour moi, ça a été ça, c'était lui dire, voilà ma chérie, ce qui se passe dans ton poste FM. Donc ça part d'un endroit, et je pense que pour nous, en tant que radioamateurs, la radio logicielle, c'est une opportunité d'expliquer aux enfants des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qui fait partie de notre quotidien, parce que petit enfant, moi j'ai connu ça, et que Deezer pour moi c'est la nouveauté. Ma fille, c'est l'inverse. La bande FM, et qu'on va peut-être éteindre bientôt si on passe à la réalité un jour, qu'on va peut-être éteindre, mais j'ai encore des enfants qui ont connu cette bande FM et que j'aurais pu accompagner sur la compréhension de comment on est arrivé à 10h et pourquoi les gens aujourd'hui n'écoutent plus la radio, enfin écoutent moins. C'est l'un des rares médias, la radio, la bande FM, c'est un des rares médias qui n'a pas perdu d'audience par rapport à Internet. Hein. La presse écrite a chuté, la télé ça chute, la radio ça stagne. Ça ne progresse pas tant que ça, mais ça stagne. C'est un des rares médias, on n'a pas besoin d'être présent devant. Donc ça aussi, je pense qu'on a une chance, nous radioamateurs, de pouvoir aussi perpétuer ces grandes traditions françaises autour de la radio. Et là, je vous parlais des bateaux. Alors pour ceux qui... Tout le monde sait ce que c'est que l'AIS. Alors l'AIS, c'est le protocole utilisé par les bateaux pour se positionner en mer. Donc c'est sur de la VHF, 162 MHz,
sur deux fréquences, 161,95 et 162,15, quelque chose comme ça. Et c'est un standard. Donc c'est l'Organisation mondiale de la mer qui a émis un standard et qui a dit que tous les bateaux de marchandises, devront se signaler par ce protocole-là. Donc en VHF, le bateau émet sur 162 MHz plusieurs types de messages, il y en a 32 types. Et ce que vous voyez là, ce sont des messages qui ont été décodés par ma clé RTLSDA. Donc on passe de la FM, on est passé au train et là on passe au bateau. Comme ça. Et donc sur 162 MHz, il y a ces messages, et dans ces messages-là, vous avez certains messages, le nom du bateau, vous avez son code MMSI, et là ça devient marrant, parce qu'en fait on se rend compte que sans radio, il n'y a rien qui marche dans ce pays et dans le monde. Parce que le MMSI, l'entité, enfin, l'administration chargée d'attribuer cette immatriculation, c'est comme votre plaque d'immatriculation voiture, mais pour les bateaux, là c'est la NFR qui l'attribue. Et c'est la plaque d'immatriculation du bateau. Mais que diable vient faire la NFR dans cette histoire? Ben, la NFR a la délégation du ministère de la Mer d'immatriculer les bateaux. Et comme on ne peut pas voir les plaques à la jumelle de très loin, ben, on envoie les plaques par radio. Et donc la plaque du bateau, c'est le code MMSI. On a aussi un code VHF voix cette fois-ci qui est le code d'appel, l'indicatif d'appel du bateau. C'est pour ça que les capitaines doivent avoir une licence d'opérateur maritime radio. Vous avez là c'est marqué Guadeloupe, mais c'est un peu le département, surtout le pays d'immatriculation du bateau. La taille du bateau, 40 mètres, la largeur du bateau, 10 mètres, son tirant d'eau, 2,30 m, sa position. La dernière fois, bon là le Michel le déduit, mais la dernière fois que vous avez vu le bateau, il donne sa destination. Donc là il est allé à Grand-Bourg de Marie-Galante, donc c'est le bateau qui est là. Hein. Donc il est parti de Pointe-à-Pitre et il est allé à Grand-Bourg de Marie-Galante. Sa vitesse, son cap, et son cap et sa course hologramme, donc en gros c'est la différence qu'il y a entre le compas magnétique et la trace GPS. Et en gros, vous avez tous ces bateaux-là qui sont localisés, encore une fois, dans un logiciel qui s'appelle OpenCPL, qui est connecté à travers la clé logicielle pour pouvoir recevoir ces trames-là. La clé, le logiciel décode la trame, le logiciel les intercepte, et me fait une jolie carte de la Guadeloupe avec tous les bateaux qui sont autour, sur 162 MHz. Pour la petite histoire, moi j'étais ici, et entre là et là, vous avez 34 km. Vous voyez que ça porte quand même pas mal. Et en fait, dernière chose, vous avez aussi la classe du bateau. Donc là, vous avez beaucoup de bateaux de plaisance. Donc tout ce qui est B, c'est de la plaisance. Tout ce qui est A, c'est transport de marchandises. Et vous savez, il précise même ce bateau ce qu'il transporte. Donc vous avez, là, c'est des paquebots. Et vous avez aussi des bateaux, des méthaniers, des pétroliers. Des bateaux mouches, tout ça, tous ces bateaux-là ont des indicatifs particuliers, des classes, et des indicatifs particuliers en fonction de ce qu'ils transportent. Je n'aurais jamais eu accès à toute cette connaissance, à tout ce savoir-là, sans radiologiciel. Parce que un récepteur AIS ou un émetteur, un bloc AIS, c'est au bas mot 500 €, sans l'antenne. Vous rajoutez 100 €, plus le câble. Déjà, il faut savoir que ça existe AIS. Donc il aurait fallu que j'ai à peu près 700 € dans ma poche pour m'acheter le truc pour les bateaux. Et je pourrais faire la même démonstration de la FRA 2A pour les avions, pour la DSB. Donc les avions ont le même type de protocole, la DSB, sur 1090 MHz, cette fois-ci en UHF, qui donne les mêmes informations, sauf qu'au lieu du MMSI, ça va être l'OACI, et que là c'est des choses qui sont attribuées par les États, via la DGAC et différentes structures qui gèrent l'aviation civile. Je vous disais que j'étais maintenant hébergé sur une base militaire, la base aérienne 105, au sein d'une escadre aérienne de commandement et conduite projetable. En gros, ce sont tous les soldats de l'armée de l'air responsables des transmissions, des faisceaux hertziens, des faisceaux satellitaires, des réseaux métalliques, du contrôle aérien, de la météo. Et en fait, évidemment, leur cœur de métier, il ne faut pas se mentir, c'est la radio. Et en fait, ces militaires, avec les personnes qui les entourent dans le civil, on
ont découvert ce que je faisais avec d'autres radioamateurs, avec d'autres personnes qui font du logiciel libre à travers des conférences sur les réseaux sociaux. Et ils se sont dit que ce serait bien d'avoir des civils qui sachent utiliser ces technologies-là. Parce qu'eux aussi ont le problème des grosses caisses. Il faut une grosse caisse pour les bateaux, il faut une grosse caisse pour le transal, une grosse caisse pour le Gabriel. Alors le Gabriel, c'est l'avion de guerre électronique, un ancien transal qui écoute, qui est équipé d'énormément de radios, c'est un avion qui est classifié. Il faut des grosses caisses. Et en fait, toutes ces grosses caisses-là, l'armée de l'air, plus c'est léger, mieux c'est. Hein, parce que c'est comme les avions qui volent. Et quand c'est trop lourd, il faut plus d'avions, plus de kérosène, etc. Donc ils se disent, ce serait pas mal qu'on ait des personnes qui nous aident à comprendre ce que c'est aujourd'hui, pour les civils, que la radio logicielle. Et pour la petite anecdote, le salon du Bourget qui vient de se terminer, sur ce salon du Bourget-là, j'avais un petit ordinateur, une petite antenne comme celle-là sur le toit d'une des passerelles, une petite Raspberry Pi, donc un tout petit ordinateur de poche. Et c'est avec ça que les soldats ont complété la BPSA, donc la bulle tactique qui protège le Bourget, pour voir des avions au-delà de ce que voyaient les radars. Ça ne remplace pas le radar, mais c'est un complément d'information libre, gratuit pas vraiment, parce qu'il y en avait pour 150 € de matériel quand même, mais c'est beaucoup moins, beaucoup moins, des millions de fois moins qu'un radar. Et donc là, l'idée pour eux, c'est de se dire, mais pourquoi on ne ferait pas un service public ou un réseau public d'observation des bateaux, d'observation des avions, d'observation des drones, bientôt. Là, je travaille sur la législation drone pour les services du Premier ministre, et on ne va pas utiliser de radio dédiée. On va utiliser des radios logicielles qui vont écouter sur une fréquence qui reste à déterminer, un protocole qui reste à déterminer, mais je n'aurai pas à faire énormément de calculs électroniques pour pouvoir, d'un claquement de doigts, transférer cette technologie radio dans mon ordinateur et pouvoir commencer à émettre des hypothèses sur ce que devra être ou pas la législation d'observation du trafic aérien des drones civils. Je crois que j'ai plus qu'une slide. Et donc j'ai parlé d'avions, de bateaux, du FM. Là, c'est un logiciel libre aussi qui s'appelle Universal Radio Hacker, qui est un logiciel d'analyse et de compréhension de ce qui est dessiné. Là, ce que vous voyez là, c'est une modulation FSK. Pour la petite histoire, l'AIS c'est du GFSK. Et la DSB, je ne sais plus ce que c'est. Mais là, je me lance un défi de savoir quelles sont les classes d'émission de chacun des protocoles radio grand public qu'on utilise tous les jours. En gros, quelle est la classe d'émission du Wi-Fi, c'est quoi la classe d'émission de la 2G, la classe d'émission du LoRa, etc. Là, c'est des pneus. En gros, depuis 2012, quand vous achetez une voiture, et qu'elle vient d'être immatriculée, qu'elle sort de l'usine du constructeur, depuis 2012, le pneu de cette voiture doit être connecté. Donc vous imaginez bien qu'on va mettre un câble à valve et qu'on va devoir communiquer par radio l'état du pneu. Donc, vous avez une petite valve que je n'ai pas ramenée avec moi malheureusement, pour les bagages. Je l'en veux, mais bon bref. En gros, l'idée pour le constructeur et pour le législateur d'abord, parce que c'est l'Union Européenne qui a obligé les constructeurs à avoir ce qu'on appelle des TPMS en anglais, et en français j'oublie ce que ça veut dire, mais en gros ce sont des moniteurs de pression des pneus. Donc ces pneus communiquent sur 433 MHz en Europe, 315 MHz aux États-Unis, et ils émettent leur pression, leur température, l'état de la batterie du capteur et l'identifiant du pneu. Pourquoi? Parce que c'est bien que votre voiture sache si c'est le pneu droit, si c'est le pneu gauche qui est dégonflé. Donc j'ai eu récemment une crevaison lente et je me suis rendu compte sur une Toyota et je me suis rendu compte sous une pluie battante que ma voiture qui vient d'être immatriculée en 2016 affichait juste des faux pneus, mais était incapable de me dire si c'était l'avant droit, avant gauche, arrière droit ou si c'était le pneu de secours. Il y a 5 pneus dans une voiture. Donc je ne savais pas quel pneu et il pleuvait. Donc il a fallu que j'aille avec une voiture très moderne connectée, derrière chaque pneu, avec la petite. Et je me dis, c'est quand même ballot
qu'une voiture à ce prix-là ne me dise pas quel pneu a un problème. Donc rebelote, je prends ma petite clé, je la cale et je récupère l'identifiant de tous mes pneus en les excitant, parce qu'en fait on peut exciter ces pneus sur 125 kHz. Et je me rends compte, je le savais déjà, parce que d'autres personnes ont fait ça avant moi évidemment, donc je relis ce que les personnes ont fait, et sonnette d'alarme, les trames ne sont pas chiffrées. Donc, vous pouvez décoder les trames du véhicule d'à côté. Et ce qui fait que votre safran ne va pas écouter le pneu de la Clio qui est à côté, c'est que le protocole est différent, mais surtout parce que l'identifiant sur 32 bits est différent. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais demander à ma compagne d'aller sur l'autoroute, que je vais mettre sur un pont avec une Yagi, calé sur 433 MHz, avec ma petite clé, cette fois-ci un boîtier qui émet, parce que la clé ne fait que de la réception, donc j'utilise ce qu'on appelle un USRP, pour Universal Software Radio Peripheral, donc c'est une radio logicielle générique, qui est fabriquée par Lexus, qui a été racheté par National Instruments. Je mets juste ce petit émetteur qui n'a pas très tant de puissance que ça derrière ma Yagi, et je renvoie à la voiture à 1 km. Ma femme arrivait comme ça sur l'autoroute, donc moi j'étais sur le pont, vise avec la Yagi. Donc j'écoute la voiture, je la vois arriver. Donc je vois les pneus qui émettent. Parce qu'en fait le capteur il émet quand la voiture roule. Et plus elle roule vite, plus elle émet fréquemment. Et donc je vois la voiture arriver, j'appuie et j'envoie à la voiture pneu avant droit à 300 degrés et à 0 bar. Il n'y a qu'une petite loupiote qui s'est allumée. Ma femme n'a pas compris ce que c'était, moi non plus, j'aurais pas compris ce que c'était. Mais ça voulait juste dire que le pneu avait un problème. Sauf que je vous laisse imaginer ce que c'est que, même si j'avais ma compagne, évidemment, elle savait qu'il n'y avait pas de problème, c'était juste un test, mais je vous laisse imaginer ce qu'est un stress pour un conducteur de convoi, camion, Brinks, ou un convoi présidentiel, ou un convoi militaire, d'un chauffeur qui se retrouve avec, ou un convoi, avec des défauts pneus sur l'ensemble des camions. Comme par hasard, il y a une petite aire d'autoroute, pas loin, tout le monde s'arrête, évidemment, et voilà, le loup sort du bois. C'est à ces enjeux-là qu'on est confronté, et c'est aujourd'hui comme ça que j'assure la promotion du radioamateurisme. Tant qu'on n'aura pas assez de radioamateurs capables de comprendre ces enjeux-là, et de prouver qu'il y a une faille, les constructeurs ne font pas ce qu'il faut. Confère le Dieselgate, peut-être qu'on aura un pneugate, j'en sais rien, mais il faut qu'on soit plus nombreux à comprendre ces enjeux-là, à prouver qu'il y a une faille, parce que tant qu'on ne prouve pas qu'il y a une faille, ils en ont rien à faire. Et effectivement, ils en ont rien à faire, les constructeurs se disent il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, circuler, il n'y a rien à voir. Le ratio de personnes de bonne volonté, et c'est ce que j'essaie d'entretenir dans d'autres communautés, c'est plus on aura des gentils qui l'expérimenteront, qui alerteront, qui montreront que ça peut être dangereux, mieux ça sera, et plus on diminuera le ratio des personnes qui veulent faire le mal. Parce que les personnes qui veulent faire le mal, il y en aura toujours. L'important, c'est qu'ils soient minoritaires par rapport à nous. Je vous inclus dans la personne de bonne volonté, évidemment. L'idée, pour moi, c'est de rendre sexy ce que je disais souvent et ce que j'expliquais à la journaliste de Libération et à tous les journalistes qui veulent l'entendre, c'est de rendre le radioamateurisme sexy par des applications concrètes comme celle-là. Donc l'expliquer à mes enfants, c'est bien, l'expliquer à des étudiants, c'est mieux, l'expliquer à des journalistes, à des hommes politiques, à des députés, à des constructeurs automobiles. Demain, je suis avec des grands patrons du CAC 40 demain matin au petit déjeuner. J'aurai ma radio dans ma poche, je serai en basket, en t-shirt pour leur expliquer tout ça. Parce que c'est moi, parce que c'est nous, et que tout ce savoir qu'on est en train d'emmagasiner, il doit aussi concourir, c'est déjà le cas pour la SEC, mais aussi à la sécurité, un peu sous forme de système immunitaire de la ville. Je suis président d'une autre association qui s'appelle AND, Hackers Against Natural Disasters, et je parle depuis 2015 avec une petite délégation d'une dizaine de personnes en Guadeloupe, chez moi, pour faire face et utiliser tout ce qu'on a comme technologie pour faire face à un tsunami. On a eu en 2004 tous les images terribles de ce qui est arrivé à l'Asie du Sud-Est. Les radioamateurs ont été à l'honneur, on ne le dit pas souvent, mais les radioamateurs dont
Amazon ont été les premiers à rétablir les communications et à transmettre des SOS. La France aujourd'hui n'a pas de doctrine sur les tsunamis. Et les tsunamis ne touchent pas que l'outre-mer, où je suis né, l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique, ça peut aussi toucher la Méditerranée. Donc on se rapproche d'un triste anniversaire à Nice, 14 juillet, ça aurait pu être un tsunami. Messine, 1908, 50 000 morts. Séisme, plus tsunami. Malpassé, Fréjus, Saint-Raphaël, 1956, un barrage qui éclate, 400 morts. Grande cause nationale. Au Malpassé, ouais. Pardon? Au Malpassé. Au Malpassé, tout à fait. J'ai vu le barrage passer. Le barrage de Malpassé. Ah ouais, j'ai vu. Et là, c'est pas si vieux que ça. Enfin, mon père avait 1 an. C'est en 59, je crois. 56, non. J'ai acheté le livre, mais bon. 59, vous pouvez 59, vous avez... ma mère décède et mon père avait à peine 1 an, il était très jeune. C'est des choses que j'ai apprises moi à l'école, mais l'histoire nous dit et nous rappelle tous les ans. Nice 2015, 17 morts. Inondation subite. Et c'est pas comme si dans cette région-là, on n'avait pas des arrêtés de catastrophes naturelles tous les ans. En 30 ans, ils en ont eu 60. 2 par an. On sait qu'il y a des inondations, on sait qu'il y a des catastrophes, sauf que les tsunamis, ça arrive plus rarement. Et malheureusement, la différence qu'il y a entre 1908, Messine, et 2017, c'est qu'on a massivement construit sur les côtes. On a construit des ports, on a construit fosses, on a construit des raffineries, on a construit des stocks d'ammoniac, on a construit des hôtels, on fait accoster des paquebots avec de plus en plus de personnes à bord. Comment on fait pour prévenir toutes ces personnes que dans 39 minutes, vous devez avoir dégagé? Au Chili, je donne un exemple, septembre 2015, 48 minutes. 1 million de personnes évacuées. Donc on sait le faire. On sait le faire. Humainement, c'est possible. Les Chiliens ne sont pas plus intelligents. On n'est pas plus cons qu'eux. Ils n'ont pas plus d'argent que nous. Enfin, on a les moyens aujourd'hui. L'ETSI a drafté ce qui s'appelle le Cell Broadcast, qui est une norme radio du GSM, qui est prévue pour pouvoir alerter les populations sur les réseaux cellulaires. Et tous ceux qui sont dans la RASEC aujourd'hui le savent bien. Quand vous avez une catastrophe, au mieux les réseaux tiennent parce qu'ils ont encore de l'énergie. Mais ce qui suit tout de suite la crise, on l'a vu sur Nice l'année dernière, le réseau est saturé. Comment vous faites pour prévenir 10, 15, 20, 30 000, 90 000 personnes à prévenir en Guadeloupe, 65 000 en Martinique, combien sur la Côte d'Azur pour pouvoir échapper à un tsunami? On a les moyens de prévenir les gens. Et depuis 2011, je participe à cet exercice-là, au début à Paris dans une salle, et ne voyant pas l'État avancer sur le sujet, je dis c'est pas possible, on va y aller, on va aller sur place. Donc, je pars avec du matériel radio, on fait des liaisons radio longue distance, 25 km sur la Désirade, 34 km sur Marie-Galante. On fait du Cell Broadcast, on a notre propre antenne relais 4G pour pouvoir travailler. Je vais vous montrer quelques images d'ailleurs, je pense que je peux vous montrer la présentation, parce qu'elle est aussi sur la clé USB. Je vais reprendre celle que j'avais fait valable. Voilà, donc en gros là c'est la zone industrielle de Pointe-à-Pitre, de la centrale électrique. Le scénario de cette année estimait, sur un scénario du XVIIIe siècle, un tsunami qui a touché la Guadeloupe au XVIIIe. Et comme ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça veut dire que ça va arriver dans pas longtemps, parce qu'on est en tête. On a une lacune aujourd'hui d'événements graves dans la zone, c'est potentiellement 500 000 morts sur une Caraïbe, un tsunami. Donc là on estime que la vague elle fait 20 mètres. Les cheminées là ils font 30 mètres. Donc vous avez 2 tiers ici, donc on est au-dessus évidemment de la centrale électrique, donc elle est morte. Vous séparez au Fukushima, Sendai, et les réservoirs ici de fuel, de kérosène et d'essence et de gasoil. Si vous vous souvenez des images de 2011 ou la honte, ça va flotter. Et vous allez avoir tout ça qui va se déplacer dans la zone. Donc en plus de dire aux gens, attention, il y a un tsunami qui arrive, vous allez peut-être devoir leur dire, attention, tsunami, plus gaz, plus pétrole, plus kérosène, plus bateau qui arrive, plus Costa Melody, 3000 personnes à bord sans compter l'équipage. Donc vous imaginez un bateau comme ça, il fait 30 mètres de haut, ce bateau-là. Vous avez vu ce que ça a été comme galère pour le Concordia, imaginez juste que ce sera pour une cinquantaine de navires comme ça sur la zone.
Et en gros, voilà, je détourne un peu tous les objets, là, détecteur de fumée que j'ai converti avec un petit récepteur FM pour recevoir le RDS et recevoir des messages ailleurs, donc soit sous forme de synthèse locale, soit avec un message préenregistré, recevoir le RDS. Là, on a avec une petite Raspberry Pi, le petit ordinateur de poche dont je vous parlais, créé un émetteur FM qui émet sur du RDS et qui envoie à la Tsunami sur l'autoradio des voitures de location qu'on avait là-bas. Là, c'est notre antenne relais 4G. Donc là, on a notre propre BTS 4G. Ça s'appelle Mini Note B, ça s'appelle pas une BTS. Note B, c'est le nom technique d'une antenne relais 4G. Et en gros, on est autonome. Là, tout ce matériel est resté sur place. Et on est capable, tout seul, de se débrouiller. Là, c'est le toit de FG8OJ, qui est un des radioamateurs qui m'a vraiment motivé à devenir radioamateur. Encore plus sur ces questions-là. Me dire, ben, tu seras un radioamateur, tu auras des mètres plus forts, tu auras des mètres bien déjà, mais des mètres aussi plus forts, des mètres plus courts. Tu comprendras aussi les enjeux des faisceaux, pourquoi ça se propage bien, pourquoi ça se